Un homme inspirant a dit un jour, et pour ne pas le citer, c'est Martin Luther King, « I have a dream ». Et tout comme lui, nous avons tous des rêves, que ce soit des rêves cacao d'or ou des rêves comme objectif de vie. Eh bien, c'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, les rêves. On commence avec un petit chronique mère pour se réchauffer. Ensuite, on a une entrevue avec Anne-Sophie Prévost, une fille super inspirante d'Adelbaum-Mistassini. Puis, on termine le tout avec l'histoire de Eddie Lègle, un gars qui avait un rêve puis qui l'a réalisé. Ça commence maintenant. Mon plus grand rêve, ça serait d'habiter à Los Angeles. Parce que, ou bien genre à Hawaï. Quelque part de même. Parce que, de un, je veux vraiment faire du surf parce que ça a vraiment la route. Puis tu sais, t'habites pratiquement à côté de l'océan. Tu sais, c'est bien beau, Vauvert, mais maintenant, l'eau est frette. C'est ça. LA ou Hawaï. Sophia, je l'ai dit dans ses métiers, son plus grand rêve, c'est de devenir une actrice, d'habiter Hollywood. Mes plus grands rêves, ça serait de voyager, faire genre le tour du monde, le tour de l'Europe surtout, c'est vraiment un continent qui m'intéresse. Aussi, j'aimerais vraiment ça devenir comédienne, puis je l'ai pas mis dans mes métiers parce que j'ai pas l'impression d'avoir assez de talent pour être capable de faire ça. Puis je considère que ça prend beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, fait que c'est vraiment un de mes rêves. Le plus grand rêve d'Anne-Frédérique, j'imagine que c'est de trouver le métier dans lequel elle va passer sa vie, ce qui n'est pas difficile, ce qui est pas facile comme choix, puis tout simplement d'être heureuse. Et sûrement de voyager aussi. Question très deep. Tu es rentré très vite dans la philosophie. Mon plus grand rêve, je dirais que d'être heureux, c'est triste à dire. Non, de mourir sans regret. C'est triste un peu à dire, mais on dirait que ma plus grosse... je vais revenir sur le chat des peurs. Ma plus grosse peur, je pense qu'en pensant, c'est peut-être de mourir avec des regrets, de se dire « j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça ». Fait que je pense que mon plus grand rêve, c'est juste de pouvoir dire que j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre. Là. Partir! Aller dans un autre pays, découvrir le monde, connaître des nouvelles cultures, parler plusieurs langues, faire de la chanson, du cinéma, je sais pas. Il y a tous les rêves, mais jamais. Mon plus grand rêve, c'est de réussir à accomplir tout ce que je veux accomplir. Ça se dit. Ouais, je pense que c'est ça, parce que, d'avoir la patience de le faire, puis de pas abandonner. Ouais. Le plus grand rêve d'Amy Rose. Quand elle était tout petite, elle voulait avoir un château, ci puis ça. Mais là, ça a changé. Le plus grand rêve d'Amy Rose, c'est d'être heureux, je pense. C'est simple. C'est pas compliqué. Amy Rose, elle n'est pas compliquée. Elle veut là, une petite maison, ses petites affaires, sa famille. Je pense qu'elle va être heureuse. Je pense que c'est ça son rêve. C'est Keten. C'est quoi mon plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est être comédienne. Son plus grand rêve, c'est de devenir comédienne, d'aller au conservatoire. Mon plus grand rêve, c'est de devenir danseuse professionnelle. Le plus grand rêve de Laetitia, je pourrais vous dire que ça serait d'être une danseuse de ballet ou quelque chose de professionnel, mais je crois que le plus grand rêve de Laetitia, c'est de réussir à faire de son objectif, de faire ce qu'elle aime, de créer sa vie avec, exemple, sa famille, tout ce qu'elle veut. Ça pourrait être un de ses plus grands rêves. Son plus grand rêve, de gagner au poker. Je sais pas. Non, mais mon père est déjà bon au poker, genre, c'est sûrement meilleur de Adelbaum-Mistassini. Mais comme, je sais pas, de gagner un gros tournoi. Là. Il en gagne déjà, mais un gros. Ouais. Mon plus grand rêve, c'est de réaliser le plus de mes rêves possibles. Parce que j'en ai encore là une liste très longue. Déjà quelques-uns de réaliser, même plusieurs, mais il m'en reste encore plus à réaliser. Le plus grand rêve de ma mère, c'est aussi de voyager. Elle a déjà fait beaucoup de place en Europe, puis aussi est allée aux États-Unis une couple de fois, puis elle aime vraiment ça. Puis je pense aussi, un autre rêve qu'elle aimerait avoir, c'est beaucoup de temps. Parce qu'elle elle est très pressée dans ses affaires, puis dans le travail, puis sa vie familiale, puis elle a besoin de plus de temps pour elle, puis ouais. Mon plus grand rêve est assez simple, c'est que mes enfants soient heureux dans la vie, qu'ils trouvent leur chemin, que leur vie soit pleine de bonheur.
Ma mère, son rêve, probablement. Ben, je pense qu'elle voudrait. C'est peut-être qu'elle t'aime, puis peut-être que c'est pas vrai pantoute, puis peut-être que je vais finir avec une claque d'en face, puis vous allez mettre ça dans le montage pour dire ah, il est cave. Mais moi, je pense que tant qu'on rend ses enfants heureux, genre, si moi et mon frère, on est heureux, je pense qu'elle va être heureux. Mon plus grand rêve, mon Dieu, alors je suis rendue, c'est bien différent de quand j'étais jeune. Mon plus grand rêve, c'est juste de poursuivre ma vie le plus sereinement possible. Parce que quand tu es serein, c'est parce que tout va bien. Ma mère, son plus grand rêve, c'est d'avoir un auto décapotable. C'est facile, c'est d'avoir un auto décapotable. Je vois même pas c'est quoi l'intérêt. Oui, là, des autos, c'est un auto. Tu te promènes en scooter, en vélo, un auto décapotable, ça se promène pareil. Mon plus grand rêve, bien, j'ai plusieurs rêves. C'est toujours en lien avec mes enfants, qu'ils soient heureux. Mais sinon, pour le moment, si on parle présentement, là, bien là, mon plus grand rêve, c'est de ne plus être célibataire. Le plus grand rêve de ma mère, je pense que c'est voyager, aller dans les pays qu'elle voudrait vraiment beaucoup aller. Ben moi, pour Maude, là, ça serait qu'elle réalise ses rêves, c'est sûr, on veut tous ça. Pour moi, ben c'est sûr que moi, c'est que ma vie continue d'être belle, puis de bien aller, puis de pas être malade, tu sais. À notre âge, c'est ça qu'on veut. Le plus grand rêve de ma mère, c'est que moi et mon frère, on réussisse bien dans la vie. Mon plus grand rêve n'est pas relié à moi, mais plus à mes enfants, c'est qu'ils soient heureux puis qu'ils mènent une bonne vie. Je pense que mon père rêvait d'être joueur de hockey, là. Comme pas mal gros de... Ben pas de mon âge. Mon âge, c'est quand même un peu vieux pour penser être joueur de hockey. Je sais pas, mais ça devait être un de ses rêves à un moment donné, d'être joueur de hockey. Ouais. À cet âge-là, beaucoup de rêves. C'est sûr, j'aurais aimé ça. Je rêvais d'être une vedette sportive ou... Oui, une vedette sportive, là, ça aurait fait. Je pense que ma mère, à mon âge, elle voulait vraiment... Je pense qu'elle voulait, genre, faire de la musique. Il me semble que... Elle avait été dans un band au secondaire, puis qu'elle avait joué genre de la guitare, puis qu'elle voulait faire ça plus tard. Mais ça, je pense que c'est quand elle était vraiment plus jeune, là, genre début secondaire. Je joue un petit peu de piano déjà. Sinon, j'aurais aimé ça jouer du violoncelle. À l'âge d'Anne-Frédéric, mon rêve... C'est une époque où on cherche beaucoup, l'adolescence. J'imagine que j'espérais me trouver. Je me suis trouvée. À mon âge, ma mère... Honnêtement, j'ai vraiment aucune idée. On dirait que déjà, imaginer ma mère à mon âge, je me traumatise un peu parce que ma mère... Déjà, penser que ma mère a déjà été jeune, c'est comme... Mais sinon, je sais pas quel rêve elle voulait à mon âge. Honnêtement, je sais vraiment pas. Mais mon Dieu, à 15 ans. Moi, à 15 ans, là, je rêvais plus de me faire un chum, je pense. C'était pas mal ça, mon rêve. Ma mère, son rêve, c'était sûrement d'être une princesse. Sûrement. Sûrement. Bien, c'est ça. Bon, quel rêve que j'avais? C'est sûr d'être coiffeuse, ça, c'était mon métier. D'avoir des jumeaux. Je les ai commandés puis je les ai eus. Mais un rêve, mettons, matériel, je voulais avoir une maison avec des arbres, des fleurs, faire des voyages. Toujours mon métier que j'aime encore. La plupart de mes rêves que j'avais, c'était des rêves réalisables que j'ai réalisés. Puis j'en ai encore d'autres qui sont encore plus grands, mais de quand j'étais petite, j'ai pas mal réalisé. Tu sais, ma maison, mes fleurs, les arbres, les jumeaux. Je pense que ma mère, à mon âge, son rêve, c'était voyager. À l'âge de Maude, mon Dieu, c'était... Moi, je voulais avoir des enfants, puis je voulais une maison, en tout cas. Pas mal ça, là. Je pense qu'il doit être fait. Ben oui. Son rêve, quand elle était jeune, c'était de devenir musicienne, joueuse de piano. Le plus grand rêve que j'avais à ce moment-là, c'était de pouvoir continuer tout ce qu'on fait quand on est ado. Exemple, jouer du soccer, pouvoir vraiment tout faire ce qu'on a le goût de faire, puis de tout réaliser. Tu sais, comme Laetitia, elle a dit souvent, moi, quand je vais être plus vieille, je vais avoir une
une très belle maison moderne, des choses comme ça. Ça fait que c'est probablement des genres de rêves que j'avais à ce moment-là. D'avoir une belle maison, d'avoir une belle vie. Si vous ne connaissez pas Anne-Sophie, eh bien, c'est le moment d'entendre son histoire et d'en entendre un peu plus sur elle, ses objectifs, sur les fondations dans lesquelles elle fait partie. C'est une jeune fille de Dolbeau-Mistassini. Pour son âge, elle en a fait des affaires. On voit l'entrevue à l'instant. Allô, Anne-Sophie. Allô? Donc, on va se faire le bonjour du COVID. Oui, bien sûr. Donc, je suis contente d'avoir à l'émission avec nous ici. Donc, bienvenue à Adossez-vous. Donc, première question pour notre petite interview, c'est quoi ton parcours, en gros? C'est quoi qui a mené à ton amputation de ta jambe? Bien, en fait, moi, quand je suis née en 2005, j'avais une malformation congénitale aux 2 fémurs. Donc, mes 2 fémurs étaient beaucoup trop courts et en plus, mes hanches étaient mal construites. Donc, ça apportait tout plein de problèmes, dont un écart de grandeur entre ma jambe gauche et ma jambe droite. En fait, ma jambe droite était beaucoup plus petite que la jambe gauche. Et plus j'allais grandir, plus ça allait devenir un grand écart et plus ça aurait mené à d'autres problèmes. Donc, mes parents ont eu à prendre la décision de me faire amputer à l'âge de 2 ans. Et ensuite, j'ai pu porter une prothèse pour pouvoir marcher. Est-ce que tu as des souvenirs de ton amputation? C'est vraiment juste un gros noir? Bien, en fait, c'est un gros noir flou. Avant, après, pendant, j'ai aucun souvenir. OK. Une chose qui fait que beaucoup de gens trouvent vraiment inspirante, en gros, c'est que malgré ton amputation, tu continues avec beaucoup de passion des sports équestres. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler? Bien, en fait, moi, j'ai commencé l'équitation à l'âge de 5 ans. Et j'ai toujours essayé de faire comme les autres. J'ai jamais ralenti, jamais... je me suis jamais dit « Ah, je suis pas capable de faire ça ». Ça a peut-être été plus long, mais j'ai toujours réussi à atteindre mes buts. Puis aujourd'hui, je monte différents chevaux. La semaine prochaine, je m'en vais une semaine à Montréal pour un camp d'entraînement. Puis après ça, tu sais, je peux sortir en compétition, faire tout ce qui me tente. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est pas écrit sur mon script, malheureusement, mais j'ai pensé à une question, je trouve originale. Mais peut-être des gens à la maison, le public, te connaît pour être une personne qui a été à Opération Enfant du Soleil. Donc, comment c'est passé? Comment tu as découverte? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu n'as pas aimé ça? Bien, en fait, moi, j'avais 6 ans quand je suis allée à Opération Enfant Soleil. Puis, en fait, c'est comme un grand terrain de jeu pour les enfants. Et c'est une bonne façon d'offrir de la visibilité, oui, à la cause, mais en même temps, moi, cette fin de semaine-là, c'était une fin de semaine inoubliable. J'ai pu aider des gens, puis en même temps, j'avais tellement de plaisir. Puis encore aujourd'hui, j'aide Opération Enfant Soleil quand je peux, que ce soit à l'école, que ce soit chez moi. Puis c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. C'est bien parfait. On peut aussi connaître en étant comme une ambassadrice des amputés de guerre. Oui, en fait, les amputés de guerre, c'est un organisme à but non lucratif qui offre du soutien financier pour que je puisse avoir soit une prothèse de plus pour pratiquer mon sport ou la natation, ou ils aident aussi au niveau financier quand on veut faire des études. En tout cas, ils sont vraiment présents pour nous tout au long de notre vie. C'est vraiment fantastique. Puis j'encourage beaucoup les gens à donner des sous. Même si c'est un organisme qui est moins connu, bien, c'est un organisme qui aide autant de gens puis qui en a autant besoin du support du public. T'es quelqu'un qui a eu un parcours assez unique, on va se le dire. Donc, c'est quoi tes objectifs, tes rêves pour le futur? Bien, en fait, moi, j'aimerais beaucoup ouvrir ma propre écurie, enseigner aux gens à faire du cheval, tout simplement, parce que moi, j'ai tellement eu... ça a tellement pris une place importante dans ma vie que j'aimerais ça offrir aux gens cette opportunité-là. Pour l'instant, je suis en secondaire 4 à la Polyvalente des 80, puis je vais continuer dans cette voie-là, probablement aller suivre un cours en administration pour administrer mes affaires correctement. Une petite dernière question avant de terminer cette belle interview. Si tu aurais un message à dire pour une personne, peut-être un téléspectateur à la maison qui va se faire amputer ou qui est déjà amputé, puis qui a besoin de conseils, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Bien, moi, je dirais que dans la vie, il faut apprendre à vivre avec tous les obstacles qui vont se présenter à nous, puis qu'une amputation, c'est pas nécessairement la fin du monde. Il y a peut-être des gens qui pensent qu'à partir de maintenant, ils pourront plus rien faire, mais en fait, il y a tellement d'options, tellement de façons pour arriver à un objectif final que c'est sûr que vous allez réussir avec de la persévérance. C'est parfait. Vous savez maintenant, vous l'avez appris à la maison. Tout est possible! Donc, merci beaucoup pour avoir accepté notre interview. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui, je crois. Parfait! Au revoir. Au revoir. Bon,
Il y a des rêves qui sont peut-être un peu moins réalistes que d'autres. C'est jouer dans NBA, il n'y en a pas gros qui font ça. Aller dans l'espace, il n'y en a pas gros qui font ça. Tu sais, t'as le rêve quand t'es petit, mais le réaliser, c'est autre chose. Ben, il y a un homme qui avait le rêve d'aller aux Jeux olympiques. Et est-ce qu'il va réaliser son rêve? Est-ce que Eddie Legge va se rendre aux Jeux olympiques? C'est ce qu'on va voir à l'instant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a réalisé ses rêves. Eddie Legge, est-ce que vous le connaissez? Dans le fond, lui, c'est un jeune homme britannique qui a toujours rêvé d'aller aux Jeux olympiques. Peu importe le domaine où il essayait de se qualifier, ben il échouait tout le temps. Fait que là, il a décidé de se lancer dans le saut à ski parce que c'était déjà un skieur à la base. Il aurait voulu continuer de s'entraîner dans d'autres domaines, mais il n'y avait pas assez d'argent pour le faire. Fait qu'il s'est décidé de se lancer dans le saut à ski. Mais c'est déjà un échec d'avance parce qu'il n'y avait pas bien d'expérience dans le saut à ski. Puis quand il descendait ses lunettes, il en buvait tout le temps. Fait qu'il voyait rien. Mais il a réussi à se qualifier aux Jeux de Calgary en 1988. Il est arrivé dernier, mais il a quand même gagné le cœur du public avec le surnom d'Eddie Legge. Un film a été tourné sur lui en 2016. Puis le vrai Michael Edwards, il a dit que seulement 5% du film était vrai, mais que c'était quand même un très bon film. Puis il y a justement l'acteur Hugh Jackman qui jouait l'entraîneur, puis que c'était une très belle performance. Donc, on peut dire qu'Eddie Legge est un bel exemple de persévérance, puis qu'en travaillant très fort, on peut tout réussir. C'est cette année que nous célébrons le 50e anniversaire des télés communautaires. Avec les télés de Normandin, Ladoré, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini, venez découvrir leur histoire à travers les témoignages de ceux qui ont contribué à son évolution. Produit par la Télé du Haut-du-Lac et diffusé sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. On vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la Télé du Haut-du-Lac. Suivez-nous cet automne sur MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Destination Ménage, le quiz, c'est le quiz où vous êtes le participant à la maison. Je vous pose des questions, vous y répondez, comme ça vous gagnez des kilomètres et vous pouvez atteindre l'objectif de chaque semaine. Objectifs différents chaque semaine, thèmes différents chaque semaine, dans les mêmes catégories. Maintenant, vous voulez vous préparer à ça? C'est simple, un papier, un crayon ou encore la feuille réponse sur le site de la Télé du Haut-du-Lac. À MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean cet automne, Destination Ménage, le quiz, on va avoir du fun. L'amour chez les adolescents, c'est beau, mais d'un fois, ça peut apporter son lot de tristesse. Les parents ne savent pas quoi faire, l'adolescent ne sait pas quoi faire, on sait tous pas quoi faire. Mais on a quelqu'un qui peut répondre à certaines de nos questions. Il s'agit d'Alexandre Boudreau et il est responsable des couloirs de la violence amoureuse. Il va nous en parler un peu plus sur les situations qui peuvent arriver à l'instant. Bonjour Alex. Allô Maud. Allô. Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de venir. Fait qu'aujourd'hui, on est ici pour parler des couloirs de la violence amoureuse que tu animes chaque année. Fait que je vais commencer avec mes premières questions. C'est quoi les ateliers qu'on peut faire dans les couloirs de la violence? En fait, les couloirs de la violence amoureuse, c'est comme un labyrinthe. OK. On se promène dans les couloirs, puis c'est un labyrinthe qui fait un cycle, le cycle de la violence amoureuse. OK. Puis, entre-temps, quand il y a des groupes qui vont justement dans les couloirs, et bien dans un autre local, c'est là qu'on anime des capsules. Des capsules informatives, que ce soit sur la jalousie, que ce soit sur le consentement, drogue du viol. On jase et on informe. Okay. On informe surtout les jeunes, leur dire, regarde, le consentement, c'est ça, les âges, c'est ça. La jalousie, est-ce que la jalousie est une preuve d'amour? Non. Tu sais, là, on les informe entre-temps, puis justement, puis les groupes se promènent dans les couloirs, puis nous, habituellement, on présente ça toujours au secondaire 4. OK. Et puis, c'est année après année, on voit que ça l'aide. Ouais. Puis surtout aussi qu'il y avait beaucoup de jeunes qui, bien se souviennent,
ne savent pas. Surtout quand on parle du consentement. Quand on parle du consentement, il y a beaucoup de questions, puis c'est le fun. Puis bien souvent, on arrive avec des bonnes discussions. OK. Puis non, c'est le fun, c'est plaisant, c'est informatif. Puis c'est important. Ouais. On en parle, puis c'est le fun pour ça. Bien, premièrement, félicitations, c'est vraiment une bonne initiative. Je trouve ça vraiment important. C'est la table de violence aussi qui a chapeauté ça. Puis avec plein d'organismes communautaires du milieu, ben c'est un beau projet. Oui. Puis c'est le fun. OK. D'habitude, les jeunes, quand ils ressortent de là, ça a eu quel effet sur eux? Quand ils ressortent justement de cette expérience-là, beaucoup de questionnements, puis beaucoup c'est beaucoup d'informations. Okay, ouais. Mais ce qu'on entend souvent, c'est bien souvent, c'est des jeunes, des ados qui, habituellement, sont en couple. Ouais. Ils ont leur petite chum ou leur petite blonde, qui disent « Hein? Fait que si je suis les règlements du consentement, dans le fond, c'est légal. J'avais tort. Fait que mes parents avaient raison. » Tu sais, c'est beaucoup de choses comme ça qui... Ça les pop-up. Puis non, c'est vraiment, c'est ça qui ressort. Puis ils font comme « Ah, cool, c'est bon, je le savais pas. Génial. » OK. Puis la violence, ça peut prendre quelle forme? Ça peut être de la violence physique, ça peut être de la violence psychologique, de la violence verbale. Et, tu sais, la plus fréquente, c'est souvent la psychologique. Parce que, tu sais, c'est un peu la... Comment je pourrais dire ça? C'est un peu la petite machiavélique. Ouais. Tu sais, là, qu'on s'en rend pas compte. Que les gens ont tendance à banaliser un peu, genre. Exactement. Tu sais, je pourrais te dire, ben non, pas ce vêtement-là. Voyons donc, tu sais, psychologiquement, on dégrade la personne. Tu sais, c'est la violence psychologique, c'est la plus répandue. Pour un adolescent qui subit des violences, tu aurais quel conseil à lui donner? D'en parler. C'est d'en parler, d'aller voir les bonnes ressources. S'il est à l'école, ça peut aller voir une intervenante sociale. Sinon, nous, on est chanceux à Dolbeau-Mistassini. On a beaucoup d'organismes communautaires qui peuvent aider, que ce soit Halte Secours, que ce soit Centre de femmes, que ce soit Toxic Action, même nous aussi, le Juvenceau. Si on entend parler, puis s'il vient se vider le cœur ou il en parler, bien, on peut tout le temps, j'ai donné d'autres ressources, faire, hey, we got, appelle à tel numéro, c'est une ressource. Mais tu sais, il faut en parler. Il ne faut pas garder ça pour nous. Puis il faut en parler. Puis il ne faut pas avoir honte d'en parler. Bien souvent, là, la victime peut se sentir honteuse, peut se sentir gênée. Mais au contraire, il faut en parler. Oui, c'est important. Oui, exactement. C'est ça. On ne veut pas que ça garde ça pour en dedans. Donc, le meilleur conseil, c'est d'en parler, d'aller voir les personnes ressources, puis de se bâtir une confiance avec ça. Là. Veux pas, c'est d'en parler. Oui, OK. Puis les parents, t'aurais-tu un conseil pour essayer de prévenir la violence? Comment ils pourraient faire? Bien, quand on est ado, là, tu sais, tu le sais, tu es ado, hein? Bien souvent, nos problèmes, on les dit pas à nos parents. C'est ça. Puis on veut vivre des expériences. Puis c'est ça, tu sais. Puis des fois, des fois, on peut être gêné de dire nos problèmes à nos parents. Puis c'est comprenable. J'ai été ado, c'est normal, on pense pas tout de suite à nos parents, mais il faudrait prendre le réflexe de, d'en parler avec nos parents. T'sais, nos parents, ils nous ont mis au monde, ils sont là, ils nous aiment, ils veulent nous rencontrer. Il faut en parler. Puis en tant que parent, si on voit qu'il y a des changements, si on voit que, ta peur n'est pas pareil depuis une semaine, depuis 4 jours, son humeur a changé, c'est de parler. La communication, tout passe par la communication. C'est vraiment le truc, c'est si on voit que ça ne file pas, parler, qu'est-ce qu'il y a? Puis, en tant qu'ado, il faut aussi comme passer au-dessus de son orgueil et dire, papa ou maman, je pense que je dis telle affaire, telle affaire. Il ne faut pas avoir honte. Adolescents, on est beaucoup proche de nos amis, mais bien souvent, les parents vont toujours être là pour nous. Fait qu'il faut souvent en parler avec nos parents, il faut passer au-dessus de cet orgueil. Des fois, souvent, il y en a qui vont aller voir leurs grands-parents. Si on sont un peu gênés, bien souvent, ils vont sauter une étape, ils vont aller voir les grands-parents. Mais c'est de rester à l'affût, de voir les comportements. Si les comportements changent, puis c'est de poser les questions, de poser les bonnes questions. Puis se faire confiance. Oui. Puis toi, considérant que tu travailles avec beaucoup d'ados, as-tu déjà fait face à un cas de violence que tu voyais que ça allait pas?
Oui, c'est sûr. En 8 ans d'animation Juvenceau, on en voit de toutes sortes, plein d'histoires. Mais c'est tout le temps dans le confidentiel. Puis bien souvent, on réfère à d'autres personnes. On réfère. Nous, oui, on est là pour écouter, pour agir, puis renseigner, aider. Mais quand c'est des cas un peu plus lourds, alors on réfère. On réfère, puis bien souvent, on parle avec la personne, on fait « Regarde, écoute, je vais faire un téléphone, je peux parler de ton problème à telle personne, est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu veux? Oui. Puis regarde, on va faire un suivi. Tu sais, faire des suivis, c'est ça qui est le fun. Puis on fait des suivis aussi avec les polyvalentes qu'il y a dans la ville. On est beaucoup centré, puis on veut vraiment aider, puis on fait notre maximum. Mais oui, ça arrive. C'est triste. Mais on est équipé pour ça. Puis on est chanceux. On a beaucoup d'organismes communautaires qui travaillent pour ça, qui s'occupent. Puis on fait bien ça. On va te le dire, on fait bien ça, on gère bien ça. Mais tu sais, nous, comme le Juvenceau, on réfère. On aide, on est là. Mais bien souvent, on va dire, regarde, appelle à telle place. Appelle à telle place. Puis... OK. Bien, c'est déjà fini, en fait. Déjà? Oui. Mais merci d'avoir été là. Ça me fait Puis plaisir. encore, vraiment, chapeau pour le couloir. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle activité. Ouais. Oh oui, c'est une belle expérience, puis c'est informatif, puis c'est préventif. Voilà ce qui complète notre épisode sur les rêves. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez réaliser vos propres rêves. Regardez les étoiles filantes, faites un vœu, ça va se faire. Et on se dit à la semaine prochaine pour notre épisode sur la technologie, un autre sujet très intéressant. C'est un rendez-vous.